À tout le monde. À cet atelier présenté par le Centre de recherche et de développement en éducation, CRDE. C'est un atelier qu'on essaie d'offrir à chaque année sous différents formats, modalités. Cette année, j'ai l'honneur d'accueillir le professeur Larose de l'Université de Sherbrooke, qui, il y a des temps immémoriaux, m'a servi de directeur de thèse et qui va nous animer ce petit atelier de 3 heures. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur Larose. Et comme je suis un très, très vieux vieillard, là, au moment de la fondation du on va se péter breton, plus grand centre de recherche en éducation au Canada et le mieux financé, à savoir le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, dit CRIFP, ben, c'est pour ça qu'il y a le petit logo. OK. Donc, l'objet, quand Jimmy m'a demandé si ça me tentait de parler de rédaction scientifique, d'articles en particulier, je n'avais pas envie de vous faire un speech interminable, bien que j'aie une raison officielle d'être en sabbatique, hein, donc de ne pas endormir les gens 3 heures non-stop. Donc, il y a un format un peu particulier. Le thème dit déjà quelque chose. L'article scientifique comme reflet de la démarche scientifique et comme style littéraire, parce qu'un article, c'est quand même un produit littéraire, mais dans un champ littéraire un peu particulier, qui est assez exclusif. Au menu, merveilleux. Quelques objectifs des activités que je vous propose. Petit détour rapide sur ce qu'est un article scientifique et ce que ce n'est pas. Ce qui est directement lié avec la ligne du dessous, à savoir la démarche scientifique, les contraintes et les impacts que ça a sur la forme et le format d'un article. Qui ici est encore étudiant, de préférence en train de faire une mémoire de maîtrise ou une thèse de PhD? Veuillez lever la main. D'accord. À ce moment-là, dites-vous que vous avez la chance, tu peux le faire une fois et rebelote avec la thèse de doctorat. C'est les 2 seules fois dans votre éventuelle carrière où vous pourrez prendre autant de pages que vous voulez pour dire des tas de choses savantes, jusqu'à écœurement de votre directeur, ce qui est mon cas avec certains de mes oiseaux qui me pondent des 5 à 600 pages, ce qui pose simplement un problème pour trouver des éminents membres de jury qui ont envie de se taper les 5 ou 600 pages. Mais vous avez de la marge et les objets sont complexes. Le problème avec un article, surtout s'il est dérivé de vos démarches de recherche, de vos données, etc., de recherche de 2e, 3e cycle, c'est qu'un article, c'est focalisé par définition. C'est pas un champ ouvert, puis ça n'a pas un objet universel. Et une des erreurs que plusieurs étudiants font quand ils finissent, enfin, si on ne les a pas forcés à écrire avant, donc si on n'a pas été gentil avec eux, c'est de s'imaginer qu'un article scientifique, c'est un mémoire ou une thèse que vous mettez dans la machine à laver, que vous mettez ensuite à la sécheuse et qui va shrinker de façon appropriée. Non. Le 11 mai, c'est le bout où je vais vous faire un petit peu souffrir, puis comme on n'est pas nombreux, on pourra faire ça en collectif, et on fera une petite synthèse à la fin. Alors, si on y va derechef, get bold. Donc, les petits objectifs, comprendre le lien entre recherche, production scientifique et rédaction scientifique, savoir que produire du savoir, c'est une chose, rendre la chose acceptable à la communauté scientifique, c'en est une autre. Contraintes sur le format, les contenus, le style littéraire, on l'a dit, puis mettre en contexte selon ses propres velléités de production. C'est-à-dire qu'un article, ça peut vouloir présenter essentiellement des résultats, ça peut vouloir faire d'autres choses. Ça peut vouloir présenter un état de la connaissance scientifique dans un domaine. Une bonne méta-analyse qui est excessivement rare de nos jours, parce que c'est lourd, c'est ça. OK? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de métaux? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes de forme et de format bien standard? Non plus. Il y a dans les 2 cas. Donc, petit retour pour présume vos cours de métaux standards. Okay? Ce qu'est un article scientifique, c'est un moyen de diffusion d'une production théorique ou de résultats empiriques. J'ai fait exprès pour mettre production théorique parce qu'il arrive qu'on lise des articles dont la finalité est de défendre
une lecture d'un modèle théorique qui soit intéressant et bien fait et qui demeure dans le champ de la science. Il arrive qu'on lise des tas de conneries, ça c'est une autre histoire. Résultat empirique, ben, c'est ce qui est le plus couru en général. Vous présentez vos trouvailles. C'est un instrument de soutien du débat ou au débat, j'ai hésité, au sein d'une communauté de pairs, disciplinaire ou non. Là, attention. Il y a des disciplines où les productions sont formatées et où, en conséquence, vous êtes au moins certain que la communauté des pairs sera sinon familière, apte à comprendre et à identifier les fondements de vos élucubrations. Il y a des terrains de jeu, genre les sciences d'éducation. On ne sait toujours pas ce que c'est. C'est en tout cas pas une discipline. Mais c'est un terrain de jeu intéressant, un peu comme le service social, le travail social. C'est très intéressant. Sauf que ça n'a rien inventé et ça pompe à différentes disciplines, notamment au plan métaux. Les trouvailles en sciences d'éducation, je les cherche encore. On a fait des emprunts à sociaux et à psycho essentiellement, et quelquefois pour les gens qui font des trips qualitatifs à l'anthropologie, entre autres. Donc, quelque part, il faut tenir compte que si un article s'avise à soumettre au débat dans une communauté de pairs, il faut s'assurer que les gens qui vont lire dans la revue ciblée puissent lire un langage qui est compréhensible et fasse sens dans leur communauté de pairs. Et là, il y a aussi des petites contraintes, notamment dans la nature et la qualité de l'information référencée que vous allez y mettre. C'est un espace de communication contraint. Malheureusement, on ne peut pas l'extensionner, qui reflète les canons de la démarche scientifique, en tout cas tels que généralement acceptés en sciences humaines et sociales. Ce que c'est pas, ça ne vous empêche pas d'écrire vos opinions qui n'intéressent personne dans le domaine scientifique et qui peuvent être hyper intéressants dans une approche journalistique, c'est pas une zone de libre expression de l'opinion. Et on trouve terriblement, tristement souvent, des articles qu'on doit, quand on les évalue, en bon français, flusher, parce que c'est du discours d'opinion. Le discours d'opinion, il peut faire sens, il peut être tout ce que vous voulez, il n'est pas fondé sur de la preuve, il n'est pas fondé sur de l'empirie. La communauté de pairs n'en a rien à cirer. Ça ne vous empêche pas d'écrire à côté pour pour l'Étoile du Nord, ou je ne sais pas trop quel journal régional, ou même dans le Devoir. Il y a même une zone spéciale pour ça, ça s'appelle Opinion des lecteurs. Bon. Écrivez là. Ce n'est pas non plus un espace rédactionnel ouvert. Ça apparaît assez évident, surtout la première fois que vous pensez soumettre un article dans une revue plus disciplinaire ou moins disciplinaire. Plus disciplinaire, d'habitude, vous arrivez avec des espaces totaux contraints qui vont difficilement plus que 15 pages, références incluses, avant soumission. Ce n'est pas 15 pages à l'impression, là. On va faire à l'impression numérique. Donc, quelque part, il faut toujours tenir compte de ces deux aspects-là. Je suis le premier à avoir une grande bouche, puis avoir bien envie, des fois, de mettre de l'opinion surtout dans la discussion post-présentation des résultats. Alors, ça prend toujours un collègue pour dire « François! » C'est triste. Dans ce temps-là, vous écrivez des poèmes après pendant 2 jours, ça vous change les idées. Petit rappel, la démarche scientifique appliquée. Là, vous allez trouver que je vous ramène un cours de métaux plates. C'est pas grave, vous allez l'écouter. Les cours de métaux sont vraiment pas plates ici. D'accord. Un cours de métaux excitant. Même si c'est pas Joanne puis moi qu'on les donne. Ça va. Rappel, la démarche scientifique appliquée. Ce qui reflète les étapes de la démarche scientifique dans tout travail scientifique, ce sont ces morceaux-là que vous trouvez, je présume, dans vos projets, puis thèses et mémoires, dans vos demandes de subventions, dans vos rapports de recherche lourdement financés. Donc, une problématique où on va voir qu'il y a souvent des tendances de confusion entre les deux dimensions de la problématique. La dimension de contextualisation, ce n'est pas la dimension de problématisation. Puis dans un article, c'est encore pire, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'espace, les gens ont tendance à faire un interminable discours contextualisant avec à peu près 0 référence qui se tiennent à de l'empirie, c'est-à-dire des résultats de recherche reconnus.
et argumenter dans un domaine, ce qui relève de la problématisation. Mais sur le contexte, ils vont vous sortir toutes les choses intéressantes que le ministère du coin a bien pu dire. Tout ce qui vient des sources gouvernementales, paragouvernementales, qui en soi, au plan scientifique, ont une espèce d'intérêt, mais qui sont requises pour qu'on sache de quoi on veut nous parler et où ça se passe. C'est sûr que c'est intéressant de savoir ça. Cadre de référence, ça c'est la déformation petit prof de métaux depuis 25 d'années, qui peut être soit théorique, qui a un seul référentiel. Vous voulez faire un article dans le domaine général de ce qu'il y a à voir avec la motivation, vous êtes un croyant fini de l'Évangile selon saint Deci et Ryan, bien, on va présumer que tout le discours articulé au plan théorique, il va venir de cette origine-là. Donc, il y a une forme d'unicité, il y a une cohérence là-dedans. OK? Dans la majorité de vos mémoires et thèses, dans les articles qu'on rencontre le plus souvent, il n'y a pas ça. Il y a une contribution empruntée à différents univers théoriques, un cadre conceptuel, qu'on se donne ou pas la peine de rendre cohérent et qui n'est cohérent qu'en fonction à la fois de vos objectifs de recherche, zéro hypothèse, puis dont la cohérence avantage est évidente parce que ça va être vos analyseurs de vos résultats dans votre beau discours construit, discussion. Généralement, c'est le fun d'avoir un problème de recherche ou une question de recherche. Vous seriez surpris de voir le nombre d'articles où cet objet est éludé. Des objectifs ou des hypothèses, qui incluent par ailleurs, objectifs et hypothèses, je renvoie aux finalités de la recherche, mais un identificateur en début d'article, du but de l'article, c'est bien intéressant aussi. Ça évite au lecteur de nager péniblement. Des éléments de métaux qui décrivent le type de recherche, la méthode et le modèle d'analyse. Je fais exprès pour différencier. Alors, si on y va comme ça, on va y aller un peu questionnant, parce que ça fait déjà beaucoup de minutes que je parle. Qu'est-ce que c'est que je m'attendrais à voir pour la partie type de recherche parmi celles et ceux d'entre vous qui font actuellement des études? Voyons. Vous venez de finir une maîtrise, vous, là. OK? Je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui? D'accord. OK. Alors, il y a avec les victimes actuellement en train de souffrir. Je pense que madame, vous disiez que... Oui? En train de souffrir, oui, exactement. D'accord. Alors, partagez avec nous vos souffrances. OK. Ben, type de recherche... ben là, je me sens d'idée, là, si je ne l'ai pas, là... Ah ben, Jimmy, tu m'as pas enseigné. Non, c'est ça. Je sais. Et vous dites qualitative, quantitative, Corrélationnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur? Oui, je dirais oui. Je serais d'accord avec du quali ou du quantitatif. Là, tu es en train de me parler du type de méthode. Le type de recherche n'est ni qualitatif ni quantitatif. C'est aussi ce qui décrit la finalisation de la recherche. C'est un modèle quasi-expérimental, c'est une recherche exploratoire descriptive, où on explore beaucoup, on ne décrit pas grand-chose. Non, je veux dire, ça peut être très intéressant là, en passant. Et il y a un lien, certes, entre le type de recherche et souvent, mais pas obligatoirement, le type de méthode utilisée. Les études exploratoires ont fâcheusement tendance, d'oublier à quoi ça sert. Ça, c'est la première erreur. Ça sert à prouver qu'il y a une matière à recherche. Point barre. Puis d'ailleurs, c'est à pleurer en sciences d'éducation le nombre et le volume d'études exploratoires qui se produisent parce que finalement, tu te demandes, coudonc, si ça fait 75 fois qu'on doit démontrer qu'il y a matière à recherche dans un micro-secteur, peut-être commencer à faire de la recherche, le secteur en question. Donc, c'est ça. Les études de type exploratoire qui sont nécessairement descriptives, par essence, souvent font appel à l'une ou l'autre des méthodes qualitatives, sachant que c'est un champ. Souvent emprunté, plus ou moins intelligemment digéré à l'anthropologie, quelquefois même bien utilisé de façon appropriée. Même en dehors des domaines disciplinaires d'origine. Fait que le type de recherche, c'est souvent absent dans ce que vous présentez. Or, c'est fondamental. Moi, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez savoir puis ce que vous voulez me dire. Ça, c'est le point 1. Méthode, il y a quoi là-dedans? Ouais, mais encore. Non, mais... Tu as raison, mais aller une étape plus loin. c'est ça. OK.
c'est qu'en quanti comme en quali, il y a plusieurs méthodes. Oui, comme exemple, C'est ça. Cali, ça serait-tu comme moi je fais de la phénoménologie, c'est tout ça? Là, tu es dans les fondements. C'est pas mauvais, mais la phénoménologie, c'est un fondement. C'est de la philosophie au regard de. C'est pas une méthode. OK. Sauf si tu as fumé beaucoup, beaucoup, beaucoup de marijuana dans les champs. Comme on pourrait avoir l'impression quelquefois en lisant des travaux de collègues. Ça dépend qui tu Aussi. dis. Il y en a des hauts de Géorgie. Ouais, non, ok, c'est correct. Là. Bof. Si tu lis ça, Voilà. Alors, considérez que mon référent relève du second et n'est pas du premier. Non, mais en gros, c'est. Effectivement, il y a un élément de détail. Je ne te dis pas que ça serait. C'est pas utile de savoir que tu décides de t'inscrire dans un courant de type phénoménologique, mais encore, quelle en sera la méthode d'usage? C'est un peu comme les gens qui vont dire moi, je vais faire l'internalisation ancrée. OK, mais encore. Ça veut-tu, es-tu en train de nous dire que tu vas lire des kilomètres d'éléments de discours en attendant d'avoir l'illumination et que finalement tu vas pouvoir dire n'importe quelle maudite bêtise en ramassant des bouts de discours qui font ton affaire? Là, non, c'est pas ça. OK? Donc, il y a une façon de faire qui offre des garanties. Et ça, c'est un élément qu'on tend à oublier dans la rédaction scientifique. Rassurez-vous, même chez moi-même des fois, puis bien des collègues, tendance à oublier que peu importe la méthode, elle a ses paramètres de crédibilité ou d'administration de la preuve, incluant dans le monde merveilleux des démarches dites qualitatives. Donc, il ne suffit pas de dire, je vais prendre une méthode qualitative, il ne suffit pas de dire, je vais faire de la théorisation ancrée, il ne suffit pas de dire, je vais faire de l'analyse thématique. En soi, ça ne veut rien dire du tout. Il faut que tu nous dises, auteur à l'appui, dans quel tract tu te situes, parce que je vais lire tes résultats. Je me mets dans le rôle de l'évaluateur. Et l'interprétation que tu en fais, pas selon ce que je pense que c'est intéressant, pas intéressant ou pas, je vais juste vérifier est-ce qu'elle est conforme, elle a été cohérente ou il a été cohérent d'un bout à l'autre. En théorie, le débat scientifique exclut l'opinion. Ça peut être ma tasse de thé, pas ma tasse de thé, ça n'a pas d'importance. Est-ce que c'est cohérent, ça respecte toutes les étapes, puis on a administré au moins la preuve qu'on a respecté les canons dans une discipline, la façon de faire, là, oui, c'est parfait. Oui, chef. Je te lance la question, Oui. par contre, dans le sens où tu nous as dit un peu ce que c'était pas, mais par exemple, qu'est-ce que tu t'attendrais à voir dans la partie méthode d'un article que tu voudrais qu'on dise quoi, par exemple? Cette recherche présente les résultats d'une méthode mixte où on va assurer la complémentarité de la donnée de la façon ABC avec quelques références dans le genre Teki Machin et Tedley, merci, et autres auteurs comme Ogun Bouzoué, que je suis incapable de prononcer le nom, mais qui est un excellent référentiel en passant, ou un excellent auteur référencé, ce genre de choses. Ça répond-tu à ta question? D'accord. Si on y va qualitatif, quantitatif, c'est-tu là que tu verrais quelque chose comme nous avons testé cette hypothèse à l'aide de vie expérimentale? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En expliquant le processus de randomisation. Oui, tout à fait. Normalement, c'est d'y aller structuré. Il ne faut pas rester général, mais y aller structuré pour quelqu'un qui voudrait faire notre recherche pourrait reproduire exactement, puis c'est appuyé avec d'autres littératures. Exact. Avec, en plus, derrière la tête qu'un article scientifique, c'est un produit étant destiné à une communauté scientifique. Il est destiné à autorisation de diffusion, donc il est évalué sur une base normative par les pairs. Si tu ne donnes pas l'information, déjà, à la limite, on devrait te le rechupper en disant « Regarde, remplis-vous qui manque ». Si ça passe, j'ai un problème parce que je ne vois pas comment, et c'est malheureusement souvent le cas, je me suis même déjà fait la critique post-hoc après la publication, là. Il manque des informations par rapport auxquelles on aurait dû me dire, François, à titre d'exemple, si on y va dans la partie suivante, modèle d'analyse, j'ai utilisé, par exemple, dans un premier temps, pour voir un peu la structure ou présence ou absence d'un construit, un modèle factoriel. Je n'ai pas fourni ni l'indice KMO, ni le Barlett.
Bien, en l'absence de ces deux informations-là, je peux dire n'importe quelle espèce de bêtise ou de chose intelligente, le lecteur n'a pas de pogne parce qu'il n'a pas accès à ma base de données de toute façon. OK? Donc, je suis en train de dire, crois-moi sur parole. Alors, par essence, la seule contrainte qui est dans une communauté scientifique et qui guide la publication scientifique, c'est on ne te croit pas sur parole. On ne t'astinera pas sur les orientations et les choix. On ne te croit pas sur parole. C'est juste ça. Fait que je ne sais pas si... D'accord? Ensuite de ça, évidemment, présentation des résultats. Puis on va voir qu'il y a des pièges à chaque étape, là. J'ai été plutôt sur éviter les pièges que sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir la bénédiction de M. le curé. Une partie de discussion-interprétation qui est beaucoup plus piégeante qu'il n'y semble, et une partie qu'on confond avec le reste ou qu'on a tendance à réduire à peu près un demi-paragraphe plate, qui est la conclusion. Pour vous en faire, on trouve ça aussi par écœurement des neurones ou absence de jus de neurones en fin de création d'une œuvre un peu plus consistante, genre une thèse, genre un mémoire, un rapport de recherche qui, heureusement, n'est pas soumis aux contraintes idiotes du FQRSC, qui te paye 175 000 $, mais tu n'as pas le droit de leur mettre un rapport de plus de 20 pages, le reste, c'est des annexes. Bon, en tout cas, la bêtise est humaine, on n'y peut rien. Donc, on a dit que c'est un espace restreint et normé. C'est un espace contraint. Le format, en général, pour la majorité des revues scientifiques en sciences humaines et sociales. Et je suis exprès de dire revues scientifiques parce que la publication dans les revues professionnelles est quelque chose d'excessivement intéressant. Ça ne relève pas des mêmes normes. Ça n'a pas la même finalité. Alors, toujours garder en tête, c'est-à-dire que c'est une démarche, une production qui est finalisée. Elle est finalisée, elle a une fin, puis elle a un cadre contraignant. Le format en général, donc, pour les revues scientifiques, c'est de 15 à 25 pages, ou c'était, soyons honnêtes. Généralement, on vous indique double interligne, mais on va tout à fait supporter interligne et demie, pas à simple interligne. Références incluses, ça peut paraître beaucoup, mais pas énorme. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, surtout quand tu veux documenter tes trouvailles, par exemple dans la partie de problématisation ou dans ton cadre de référence, puis que tu as 887 références, c'est le fun dans une thèse, tu peux mettre un cahier à part pour ne pas faire ça avec un article. Fait que là, qu'est-ce que je coupe? Quelle référence je fais sauter, parce que je ne rentre pas dans le format? Et là, je vous dis, c'était la vieille école, hein? L'époque où on publiait des camionnets de choses à Revue des sciences d'éducation et ce genre d'objets ou à Revue suisse de psycho. Maintenant, en croissance, c'est plutôt les formats 15 000 à 30 000 signes, espace inclus, ça donne à peu près 7 à 15 pages quand vous êtes chanceux. Les revues anglo-saxonnes, surtout par effet d'influence d'abord des sciences de la santé appliquées en glissement vers d'autres choses, ont presque toutes tendance à adopter ce format-là, puis beaucoup vont tirer sur le 7 à 8 pages plus que sur le 15 pages. Évidemment, plus tu es disciplinaire, plus c'est facile. Je fais une autre parenthèse. Trouver des thèses de doctorat à 187 pages qui tiennent la route en psycho, j'ai aucun problème. J'en ai lu de très intéressantes. Je suis un ancien produit psychosocial. Parce que c'est disciplinaire, c'est-à-dire il y a un objet, il y a généralement un référentiel, et puis il y a une modalité X d'administration de la preuve qui est stable dans le champ. Sciences d'éducation, généralement, c'est un peu pluri des tas de choses. Rentrer dans le même format, c'est difficile. Puis, ça serait d'ailleurs triste de contraindre les gens juste au volume. Les articles, eux, ne vous donnent pas le choix. Et l'influence des sciences humaines, mais plus disciplinarisées, à partir des sciences pures ou appliquées, ça mène à ça. C'est-à-dire que si vous vous mettez à écrire, commencez à penser. C'est tout bête, mais ça contient ce que je peux mettre comme information en gardant de la cohérence ou sans faire disparaître. Ça doit inclure des éléments de contexte. Un article, ça a un objet, il est situé au sens tout à fait anglo-saxon du terme, situated something. Ça parle d'une patente puis pas du reste. Qui inclut l'objectif de l'article. Souvent, c'est une façon de faire, vous le mettez d'emblée, donc on va savoir de quoi vous voulez nous parler. Ça doit inclure une recension des écrits, donc une problématisation qui est fondée sur l'empirie, en tout cas pour les articles qui veulent présenter des résultats de recherche.
ne peux pas en faire l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aimable rédacteur en chef francophone de la Revue canadienne d'éducation que je fus, avant de décider d'envoyer l'article à trois lecteurs qu'on va en battre 2 pour qu'ils finissent par nous envoyer le résultat de la recension, il l'a lu et s'il se rend compte qu'il n'y a pas de fondement, et c'est souvent éludé, donc il n'y a pas réellement de rapport scientifique au discours de problématisation, ben on ne l'envoie même pas aux lecteurs, on leur pitch. Et ça fait beaucoup plaisir parce que ça rabaisse le niveau de travail de quelque chose qui rentre dans service à la collectivité pas reconnu dans la tâche, d'un prof. Je regarde toujours mon jeune ami là. Et des éléments de cadre de référence ou des analyseurs, seriez surprise de voir les choses produites inclusivement par de vieux profs, où il y a rien, pas de cadre de référence, il n'y a pas de cohérence théorique utilisée comme analyseur des résultats trouvés. Faites-y attention, ça disparaît rapidement, ainsi que, comme on va voir un petit peu plus loin, une tendance à confondre les référentiels théoriques ou les éléments de référentiel théorique, les analyseurs, avec les trouvailles que vous avez faits, avec un élément supplémentaire qu'on doit à l'influence anglo-saxo-américaine. Chez nos voisins du Sud, a theory, tel qu'on va le lire souvent, c'est n'importe quelle trouvaille, contrainte située, bref, le résultat d'un programme de recherche où il y a un peu de modélisation. Ça devient une théorie. Mais réfléchissez un peu, là. S'il fallait qu'on se mette à parler des théories pour l'ensemble des bidules qui ont pu être écrits et produits par les offspring de quelqu'un comme Bandura, qui lui-même se situe d'ailleurs dans une tradition que 3/4 des gens ne connaissent pas, ça n'a plus de sens, théorie. Théorie devient n'importe quel exercice intellectuel plus ou moins modélisé, plus ou moins cohérent que tout un chacun peut s'amuser à pondre. Par exemple, le genre d'agencement que vous allez faire dans vos mémoires et thèses, là, au niveau du cadre conceptuel souvent. Est-ce que c'est une théorie? Non. C'est un référentiel théorique, pas une théorie. Théorie, ça a un pouvoir explicatif, c'est gros, c'est large, et ça a une espèce de prétention d'expliquer beaucoup de choses dans un univers. Et ça, c'est pas l'œuvre de chacun des chercheurs momentanés que nous sommes. OK? Mais gardez-les dans la poche, parce que si vous ne le gardez pas dans votre poche, vous allez mettre là et là de façon indiscriminée, simplement, en fait, le résultat de trouvailles plus ou moins fondées au plan empirique, peut-être très intéressantes, sans être capable de nous dire qu'est-ce que ça a d'unificateur. En quoi c'est des applications d'une logique et d'une question de recherche qui était la même pour 15 personnes. Et vous allez tomber dans le deuxième travers, qui est une des choses qui est très, très dure à apprendre pour des étudiants et certains collègues aussi. C'est quoi faire une synthèse critique des écrits? C'est un travail dirigé un étudiant qui te remet l'équivalent d'à peu près 80 fiches de lecture parce que le malheur d'y mettre dans le plan de lecture dirigée bien des affaires à lire. Ils disent, OK, c'est correct. Ouais, c'est des bons résumés. Et où la substantifique moelle, et qu'est-ce qu'il y a de commun entre quatre articles qui pourraient tenir dans un demi-paragraphe? Qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui les qualifie? Est-ce que ce sont tous des présentations de résultats de démarches de recherche empirique? Est-ce que c'est de confrontation de modélisation théorique? Puis finalement, je me contrefous de savoir c'est quoi les nuances entre papier 1, 2, 3. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous en avez fait. Je ne sais pas si ça suit. OK? Et cet exercice-là, qui n'est pas facile, je vous en conviens, il est nécessaire si vous voulez survivre là. Sinon, vous allez avoir une partie problématisation qui fait, à elle seule, 23 pages, alors que ton produit total, il est contraint, on va dire, à 15. Problème métaphysique. Ça va? Je ne casse pas trop les pieds? Juste assez. Juste assez? Parfait.
OK, j'ai un problème, semble-t-il, de distance entre le e-whiteboard, la patente qui est là, puis l'espace que j'ai pris. Fait qu'en haut, quelque part, à côté de Promethean, donc en train de faire de la publicité à quelconque boîte monopoliste vous ayant vendu les tableaux blancs dits interactifs, objet, espace, problème. Donc, objet, c'est à quoi ça sert? Le contexte qui inclut le but de l'article, pas plus qu'une demi-page. Déjà, une demi-page, c'est bien. Tu as toute l'information requise. Évidemment, ce n'est pas coupé au couteau, là, les étages là-dedans, on s'entend? La présentation de quelque chose de structuré implique une désincarnation, puis on ne voit pas très bien nécessairement en quoi tout ça est contextualisé puis doit être ajusté. Sont donc souvent confondus avec la problématisation. La problématisation, l'état de connaissance, 1,5, 3 pages max. Vous verrez que subtilement, je me suis aligné que ça donne à peu près 15 pages en bout de ligne. Donc, je vous vends plutôt la mode moderne que celle de mon époque, chouette, où on pouvait effectivement s'en tirer puis faire digérer 25 pages de manuscrit. Mais comme vous êtes jeune, ben, vous êtes en restriction toute, budgétaire, format, etc. Un des problèmes, on ne distingue pas les sources, on ne sait pas s'il s'agit de données empiriques ou non. On ne connaît pas la compatibilité des méthodes qu'il y avait derrière les trouvailles qu'on va essayer d'utiliser pour justifier notre propre démarche de recherche. Ça va? Exemple, il y a beaucoup de recherches qui sont très intéressantes, très bien faites, qui se réclament d'approches dites qualitatives, qui utilisent des échantillons de 3,5 à 4 personnes. Évidemment, quand vous travaillez avec certains types d'handicapés, 3,5 est approprié. Mauvaise blague. Le problème, c'est que je ne peux pas arriver au même résultat en additionnant les résultats de 5 ou 6 de ces recherches qui peuvent être excessivement bien faites, mais qui sont tellement contextualisées, tellement locales, que souvent le discours construit à la fin, ou ce que nous on en fait, est hyper généralisant, alors qu'on ne peut pas généraliser des résultats comme ça. Si je n'avertis pas le lecteur au fur et à mesure, je suis en train de se dire « Ouais, François, là, tu vas lire mon projet d'article. Si tu es très cultivé et c'est dans tes plates-bandes, tu vas savoir que la moitié des trucs qui sont là, c'est des bêtises parce que tu as déjà lu les auteurs en question et que ça dit exactement le contraire que ce qu'ils disent. » Ce qui est déjà arrivé. Ou alors, tu vas dire « Fais de l'overtime, mon petit homme. » Puis, va te chercher les œuvres intégrales et choisies de ce qui est mentionné en référence, puis lis-les. Savez-vous ce qu'il fait, le gars ou la fille? Il ne lit pas. Il a plein de jobs. Il prend votre patente, sac à la poubelle, ou il l'expédie en disant « Ça manque un peu de clarté. Il manque quelques informations. Veuillez tout réécrire, s'il vous plaît. » Donc, élément excessivement important, distinguer les sources, savoir quand on bâtit notre discours, parce que tout ça, c'est du prétexte d'une certaine façon. OK? Ça situe notre objet de recherche en fonction d'une des finalités de toute production scientifique, qui serait en principe, supposé avoir 2 types de retombées. C'est quoi les 2 types de retombées à la recherche, notamment ou de pertinence, on va dire ça comme ça? Vous avez dû voir ça dans vos cours, la pertinence qu'autre chose, puis la pertinence d'autre chose. Ah, pertinence scientifique, ça c'est bon. Il m'en manque une. Sociale, merci, bravo. Non, c'est vrai. Pertinence sociale, pertinence scientifique. Pertinence sociale doit démontrer qu'en théorie, autant ta démarche de recherche que ce sur quoi tu t'appuies, quelque part, ça va avoir une retombée, une utilité, soit explicative, soit en termes de pistes de solutions fournies par rapport à des problématiques ou des problèmes qui intéressent soit la société, soit des segments de société. La science a aussi des démarches qui relèvent d'une forme de pertinence sociale. Et la pertinence scientifique, ça sert à quoi? Tu contribuer à l'avancement des connaissances. Wow, ça, je suis d'accord, mais c'est trop général. Ça ressemble à un discours de lecteur, ton affaire. Un peu plus précis, s'il te plaît. Ou de ministre, encore pire. Mais quel cadre avec les préoccupations actuelles de la recherche? Oui, mais en particulier, ça doit contribuer à un univers de connaissances qui est disciplinaire.
Donc, je reviens en partie sur les méchancetés que j'ai dit par rapport aux sciences d'éducation au début. On considérait que c'est une discipline. Quelque part, si vous comprenez ça, vous comprenez aussi un autre élément qui est fondamental. Si vous voulez contribuer au corpus de connaissances disciplinaires, il faut qu'il y ait matière à débat et acceptation. A priori, on va réduire ça dans le cadre de l'arbitrage des articles à ce que pensent 3 collègues théoriquement compétents et qualifiés par rapport à vos élucubrations. D'accord? Vous en publiez beaucoup, vous allez être beaucoup lus, vous contribuerez à l'apparition d'un corpus d'éléments de savoir, d'éléments d'information, propre à votre discipline de référence. C'est à ça que ça sert, puis la pertinence scientifique, elle est là. Commence là, puis elle finit là. Pertinence sociale est à côté, complémentaire, c'est parfait. Ce qui veut dire qu'on peut faire d'ailleurs dans le purement théorique, sans avoir aucun problème de pertinence scientifique, ça apparaît, mais il est tout à fait pertinent au plan social aussi, puisqu'il y a une puissance explicative au modèle théorique qu'on développe. Ça va? Donc, pouf, pouf. Carte de référence, 1 ou 2 pages, souvent confondue avec la problématique et non étayée, voire absente, si on l'a dit. Je pense que Jimmy, qui a une certaine pratique maintenant d'évaluation des articles scientifiques, pourra en témoigner. C'est drôle, tu dis ça, on évaluait un gars qui avait ce problème. Une des erreurs que je vois souvent dans les cadres de référence, soit théoriques, conceptuelles, c'est de les limiter à une liste de définitions de concepts. C'est important de lier les concepts entre eux. Moi, je fais surtout la recherche quantitative, puis au terme d'un cadre théorique conceptuel, je devrais être capable de répondre à la question quels sont les résultats qui seront attendus suite à la recherche que j'ai menée en fonction de l'objectif. Donc, veuillez considérer que j'ai un amour immodéré pour les approches qualitatives, surtout quand ton patron est aussi reconnu dans le monde merveilleux de l'anthropologie, ça aide. Il y a un certain nombre de préceptes, de genre de conneries qui se dit dans la faculté de sciences d'éducation, allons-y, bête, brutal et violent, c'est on fait la théorisation en clé, donc quelque part, on n'a pas d'idée préalable ou préconçue. Nous allons faire émerger les savoirs du terrain. Ça, c'est la preuve de Glaser. Exact. Allons chercher une pelle mécanique et émergeons du terrain. Il y a un problème, c'est que si tu es qualifié pour la recherche, peu importe le type d'approche, notamment qualitative, tu es théoriquement détenteur en principe d'un PhD. Puis peu importe la discipline, ça veut dire que tu as des référentiels théoriques costauds, assis, appuyés, incluant ceux qui t'ont amené à choisir telle démarche méthodologique plutôt qu'une autre. Alors, et ça c'est 1. 2, c'est vraiment de l'ordre du gros bon sens. Nommez-moi une situation, un phénomène où il n'y a jamais rien eu d'écrit dessus, il n'y a pas de modélisation théorique derrière, une réflexion sur la chose, puis il n'y a jamais eu une recherche de fait. Je vous mets au défi. Je vais vous planter anyway. Vous avez passé 3 semaines à chercher, vous en trouvez une. Je me revirer de bord, m'a écrit un chum à moi à Shanghai, il m'a dit « Sors-moi des bases de données de recherche en République populaire de Chine, ils vont vous en sortir. » Ça n'existe pas. Le trip à la imagination folklorique des travaux de Mme Mead tombant sur son petit caillou en plein milieu du Pacifique, avec nobody de blanc qui est arrivé, qui est passé là, qui s'assoit sur son tas de roches, puis qui reste pendant 10 ans à prendre des notes, à regarder le monde se promener et interagir, sans aucune idée préconçue et préalable, tellement pas que c'est pas pour rien qu'elle a choisi le dernier caillou où théoriquement il n'y a pas d'influence de blanc. Donc déjà là, il y a toute une logique théorique relative à comment se construisent les rapports culturels, comment se transmettent les savoirs, etc. Donc, il y en a des... Bon, bien, arrêtez de mentir au peuple, puis donnez-les vos... Il y a 0 théorie qui a émergé. Il y a de l'organisation à partir de la philo au 17-18e siècle, d'une façon de chercher des modèles explicatifs du réel qui a teinté d'abord les sciences dites pures, notamment autour du siècle des Lumières et des écrits, notamment du père Descartes avec Discours sur la méthode, mais aussi de l'ensemble finalement des gens
qui sont inscrits dans une réalité. La réalité, c'est que l'Europe avait des bouleversements socio-économiques importants. L'Europe avait de l'industrie qui apparaissait. L'Europe avait des rapports socio-économiques et l'Europe avait besoin de sciences s'appliquant aux humains et s'appliquant à la matière. C'est pour ça que se sont développées d'abord les sciences pures. C'est pour ça que le cœur de l'univers scientifique est passé, par exemple, de la France en général vers la fin du 18e siècle, à l'Allemagne au 19e siècle. Ben oui, c'est eux autres qui ont inventé la chimie, puis ils en ont fait une discipline. Tu veux comprendre la première, regarde l'histoire de l'émergence des disciplines scientifiques et de leur reconnaissance universitaire. Ça va ressembler à un voyage merveilleux dans le monde de l'évolution socio-économique, de l'apparition du capitalisme, etc., 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 jusqu'à de nos jours. Les disciplines en sciences humaines apparaissent et se distinguent un peu dans les mêmes logiques. Donc, les a priori pour faire de la recherche aussi. Par exemple, la sociologie. Quand le père Durkheim et les gens de son entourage inventent la sociologie reconnue comme une discipline en France, c'est pas un effet d'hasard. Il y a besoin de pouvoir savoir et comprendre s'il y a des marqueurs réguliers, donc qui vont être faits sur les grands nombres. Donc, on va pouvoir emprunter les méthodes de la science. Je veux dire, c'est pas dur d'avoir un échantillon de 10 895 millions de bactéries. Ça coûte pas cher, il y en a, puis il n'y a pas d'opinion en plus. Tu peux appliquer ça sur les grands nombres. Okay? Donc, application, transposition de la démarche scientifique, dure et pure, perspective positiviste, mais qui est fondée. La sociologie française apparaît à un moment où on a besoin de prévoir les réactions sociales, de prévoir les mouvements sociaux, parce qu'on veut que la société, puis la commande de la bourgeoisie, c'est « explique-nous ce qu'il faut faire pour qu'on n'ait pas trop de troubles, que le monde ne crève pas de faim, qu'on ait des ouvriers qualifiés, puis ça ne se tape pas sa gueule, puis que ça ne fasse pas la révolution aux 6 mois. » À la même époque, tu as les premières belles études, je te passe la parole tout de suite après, Jimmy. Une des plus belles études en sociologie, c'est un modèle. C'est tout bête, ça a été écrit par Friedrich Engels, ça s'appelle « L'état de la classe ouvrière en Angleterre ». Tu veux un modèle, tu prends Durkheim à côté, si tu veux faire de la socio, incluant les méthodes d'enquête sur les grands nombres avec de la rigueur au plan statistique, tu lis ces affaires-là. Ensuite, la socio est passée au small is beautiful. On sait comment fonctionnent les sociétés, on sait comment fonctionnent les grands nombres, les rapports humains. Bien, allons voir, disaient les gens de l'école de Chicago, allons voir qu'est-ce qu'il y a de particulier maintenant, qui se passe dans le quartier machin, puis comment s'organisent les rapports sociaux entre les gens de ce quartier-là. Est-ce que les méthodes lourdes sont utiles? Non. Allons voir ce que nos amis anthropologues font, c'est intéressant. Peut-être qu'on va pouvoir transposer. Et apparurent l'école de Chicago et la théorisation ancrée, mais avec un fondement. Puis les gens qui mettaient en œuvre ces méthodes-là étaient d'abord des canons de la recherche dite quantitative. Il faut te lever tôt le matin ou les à côté pour les paramètres d'une enquête bien foutue. Étant compétents là, ils se sont bâtis de la compétence ailleurs. Je ne sais pas si j'ai glissé, là, mais c'est important, ça.